La hausse des vagues de chaleur, des sécheresses et des inondations dépasse déjà les seuils de tolérance. Alors que les objectifs que l'on aimerait atteindre, ce serait de rester à 2 degrés de réchauffement. Les acteurs de ces énergies fossiles n'ont aucune intention de réduire l'extraction de leurs produits. Pluie torrentielle, vagues de chaleur, montée des eaux, feux de forêt se multiplient à travers le monde. Une combinaison qui fait que la violence s'intensifie, l'insécurité alimentaire augmente et le changement climatique s'accélère. Le changement climatique induit par l'homme a et aura des conséquences dévastatrices pour la vie humaine. Nous avons très peu de temps pour amorcer un tournant de société qui permettrait à nos enfants, à nos petits-enfants ou même à nous-mêmes d'avoir un avenir stable et sûr. On doit réduire les gaz à effet de serre. Globalement, on est en train de prendre une trajectoire qui n'est pas très positive. Nous n'avons plus le luxe du choix. Et une multiplication de nombre de ces phénomènes météo extrêmes. Ce réchauffement climatique est une crise réelle. Les conséquences, elles sont déjà visibles, mais elles devraient 1 s'amplifier. milliard de personnes pourraient vivre d'ici 2050 dans des zones côtières menacées par la montée des eaux. Les familles doivent laisser tout derrière elles. Ce qui était annoncé déjà depuis plusieurs dizaines d'années est en train de se produire. Il y aura de plus en plus de déplacements et je pense que c'est dans l'intérêt de personne. Le réchauffement en Suisse, c'est à peu près le double de la moyenne mondiale. Pas possible sans une atténuation du réchauffement climatique radicale, Des rapide. records de température ont été battus. On a le recul des glaciers qui est maintenant très visible. On a des conséquences quand on a des périodes de sécheresse, par exemple, pour Les l'agriculture. choses ne vont pas dans le bon sens, malheureusement. Ce n'est pas Les anodin. populations les plus pauvres seront les plus affectées. Ce constat, c'est le GIEC qui le Dans un dresse. document fort qui met en avant la fin des énergies fossiles, la nécessité d'une sobriété énergétique et le fait que le changement est non seulement désirable, avantageux, mais aussi nécessaire. La désertification gagne du On terrain. a énormément augmenté les quantités que les sociétés humaines émettent. Les familles doivent laisser tout derrière elles. Dépasse déjà les seuils de tolérance des Des écosystèmes. records de température ont été battus. Ce n'est pas anodin. La désertification gagne du terrain. Aucune intention de réduire. Vagues de Réduire. chaleur, Changement climatique s'accélère, changement climatique s'accélère. se multiplient à travers le monde. Très peu de temps. Les choses ne vont pas dans le bon sens, malheureusement. 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 La catastrophe écologique qu'on est en train de vivre actuellement, elle est souvent dans ma tête. Elle prend de la place. Elle s'en va pas. Que ce soit en tant que jeune journaliste, en tant qu'individu, j'ai toujours quelque part, dans un coin de ma tête, les échos du dérèglement climatique. Des mots d'experts interviewés, des phrases dans des articles qui résonnent comme des coups de poing. Croyez-moi, c'est pas facile d'en parler ici devant vous. Déjà parce que vous êtes flippant et que j'ai pas beaucoup d'expérience de scène. J'en ai même pas du tout. Mais surtout parce que j'ai pas l'habitude de parler de mes ressentis, de mes émotions, de ce que je vis moi. En tant que journaliste, le plus souvent, je suis derrière un bureau, derrière un ordinateur, derrière un micro ou même derrière une caméra. Mais là, je suis devant. Soyons clairs, le sujet du spectacle, c'est les gens qui vivent des événements climatiques extrêmes et leur impact sur leur santé mentale. C'est pas moi et mon éco-anxiété. On va en reparler, certes, mais je suis là pour porter d'autres voix que la mienne. Celles de personnes qui ont beaucoup à dire au sujet du dérèglement climatique et de son impact sur la santé mentale. Celles et ceux qui les étudient, bien sûr, mais surtout celles et ceux qui les vivent au quotidien et qui observent la dégradation de leur lieu de vie sur leur habitat, sur leur environnement. Leurs paroles, leurs témoignages, ils vont résonner dans vos oreilles lors de ce spectacle. On va comprendre ensemble comment le dérèglement climatique crée du deuil, impacte la santé mentale. Le deuil de proches, bien sûr, aussi le deuil de souvenirs, de lieux importants, d'environnements familiers. Imaginez-vous tout perdre du jour au lendemain. Vous retrouvez
avec seulement ce que vous avez sur vous ce soir, lors de ce spectacle. Plus de photos, plus de papier, plus d'objets qui vous sont chers, peut-être plus d'animaux de compagnie, ou même de membres de votre famille. Votre maison, votre chez vous, votre coin de pays. Imaginez-vous voir tout disparaître du jour au lendemain, ou se dégrader peu à peu, l'endroit dans lequel vous avez construit votre vie, vos souvenirs. Commençons par l'éco-anxiété. Puisque le terme est à la mode, il était en une du journal Le Monde le week-end dernier. Déjà, je ne suis pas le seul à ressentir ce que je ressens. 3/4, 75% des jeunes de 16 à 25 ans se disent effrayés ou inquiets par leur perspective d'avenir au vu du dérèglement climatique. Et 60% ressentent de l'anxiété. C'est les conclusions de la plus vaste étude réalisée sur le sujet, auprès de 10 000 jeunes dans 10 pays du monde. 45% d'entre eux estiment que leur anxiété et leur détresse face au dérèglement climatique affectent leur vie et leur fonctionnement quotidien. Vous le verrez, cette notion d'atteinte au fonctionnement quotidien, c'est un marqueur important pour les psychiatres et les psychologues. Le marqueur d'une atteinte à la santé mentale. Et en Suisse, c'est à peu près similaire. En 2022, les jeunes de 15 à 20 ans seraient 71% à se dire assez ou très préoccupés par les changements climatiques. 3/4 disent ressentir en premier lieu de la compassion vis-à-vis des impacts du dérèglement, suivi d'un manque d'espoir à 62%, de la colère à 53%, et une moitié qui estime ressentir de l'anxiété. Ce ne sont pas là des diagnostics psychiatriques, mais des indicateurs importants du ressenti de la population. Les deux termes qui reviennent le plus souvent sont cette fameuse éco-anxiété, mais aussi la solastalgie. On peut les réunir sous la notion de syndrome psychothératique. Écoutez la définition de ces notions par Elisa Hyde. En fin d'études en médecine à Lausanne, elle est co-autrice de la publication « Changement climatique, une menace majeure pour la santé psychique et l'équilibre des sociétés ». Ça regroupe vraiment plusieurs termes qui ont des petites nuances en fait. L'éco-anxiété, ça se définirait par vraiment un sentiment d'angoisse, principalement, face à la réalité du changement climatique et la menace que ça représente. La solastalgie, en fait, étymologiquement, ça vient de nostalgie qui était reliée avant au manque de sa terre natale. Et puis, ça a évolué en solastalgie, qui est en fait aussi un manque de sa terre natale, mais sans avoir quitté sa terre natale. C'est quelque chose qu'on retrouve aussi beaucoup, justement, chez les populations inuites, parce que leur environnement est en train de se transformer, de disparaître, sans forcément qu'ils l'aient quitté, mais ils ne le reconnaissent plus. Peut-être le terme qui est plus souvent utilisé pour parler de ces psychothérapiques syndromes, comme on dit, ce serait émotion négative, sentiment de désespoir, plus que vraiment effectivement une symptomatologie dépressive ou anxio-dépressive. C'est important de préciser qu'avec l'éco-anxiété, la solastalgie, on ne parle pas de troubles psychiques, on ne parle pas de maladie mentale. C'est ce que m'a expliqué le professeur Philippe Conus. Il est chef de service en psychiatrie au CHUV et il est professeur de médecine dans la faculté de l'Université de Lausanne. Tous ces phénomènes de solastalgie ou d'éco-anxiété ou de deuil, c'est une terminologie qui émerge. Ce ne sont pas des diagnostics, puisqu'ils ne sont encore pas reconnus dans les classifications. C'est une réaction, au fond, et on ne peut pas psychiatriser l'ensemble des choses. Après, si ce phénomène-là de se préoccuper pour la planète, etc., et puis d'être préoccupé par le fait qu'il y a ce dérèglement et qu'il y a des espèces qui disparaissent, la culpabilité qu'on peut en éprouver, ça reste des phénomènes. Et puis après, chez certaines personnes, parce que c'est en soi un facteur de stress, et puis certaines personnes vont manifester face à ces situations-là, des symptômes qui peuvent s'inscrire dans certains troubles, comme par exemple de l'anxiété, comme par exemple de la dépression, et même des idées suicidaires, ou pour certains, un déséquilibre qui peut les amener jusqu'à des manifestations de psychose. Mais en soi, le diagnostic d'éco-anxiété ou de solastalgie n'est encore pas reconnu comme une pathologie en soi. Voici encore la définition de l'éco-anxiété par Sarah Kohler. Elle est chercheuse en environnement à l'Université de Lausanne. Et elle travaille notamment sur les émotions en lien avec l'écologie, via la pratique de l'éco-psychologie.
L'éco-anxiété, c'est une forme de cristallisation d'un malaise plus global qu'on ressent dans notre société, d'une reconnexion à la nature qui s'opère de manière encore insuffisante dans notre société, qui s'opère à une échelle plus individuelle dans une société qui est encore majoritairement déconnectée et anthropocentrée. Et c'est aussi la cristallisation d'un manque d'outils émotionnels pour vivre ces sentiments, ces émotions qui nous traversent et qui sont tout à fait saines et légitimes, et qui, du coup, si elles ne peuvent pas être vécues à une échelle individuelle ou collective, se transforment en anxiété et donc en éco-anxiété. Et donc tout l'enjeu, c'est de regarder derrière l'éco-anxiété. L'éco-anxiété, c'est donc un terme assez générique, mais utile et qui, moi, me correspond bien. Peut-être à vous aussi dans la salle. Ça fait beaucoup de termes, ça fait beaucoup d'explications, j'en suis conscient. Le plus simple, c'est que je vous montre comment ça coince, comment ça grince. Dans ma tête, dans celle des personnes que j'ai interviewées à propos de leurs inquiétudes quant au dérèglement climatique, ça se passe un petit peu comme ça.
l'éco-anxiété que je ressens, ou même la solastalgie dont on a parlé dans les définitions, ne constituent qu'un seul pan de la problématique. On peut parler ici des impacts indirects du dérèglement climatique sur la santé mentale. Indirects parce qu'il y a aussi les impacts directs et les impacts graduels. Ce découpage en 3 parties, il me vient du professeur Conus, d'Elisa Hyde et de plusieurs études que j'ai lues sur le sujet. Ils m'ont expliqué qu'on peut classer ainsi les différents impacts pour mieux les comprendre. Les impacts indirects, donc, ce sont ceux qui concernent les éco-anxieux, ceux qui se renseignent sur le dérèglement climatique. Pour le moment, ils ne font pas directement face aux conséquences du dérèglement sur leur propre environnement. Du moins pas à une échelle comparable aux personnes qui vivent dans les zones les plus régulièrement touchées par les catastrophes climatiques, par les événements extrêmes. C'est mon cas, c'est peut-être le vôtre aussi. Pour les autres, on va plutôt parler soit d'impact direct, soit d'impact graduel. Les impacts directs, ce sont les conséquences d'événements climatiques extrêmes. Lorsque l'événement climatique est suffisamment intense, destructeur, pendant une courte période de temps. Pensez à des catastrophes comme les feux de forêt en 2019 en Australie, ou au Brésil d'ailleurs, qui ont détruit en quelques semaines des milliers d'hectares d'arbres, d'habitations, de terres. Pensez aux ouragans comme Katrina aux États-Unis, Matthew à Haïti, ou à des inondations après des pluies torrentielles, comme en Afghanistan, en Inde et au Soudan, il y a quelques jours. Ces événements meurtriers, destructeurs, ils favorisent les tendances au traumatisme psychique chez les personnes qui les vivent, comme par exemple les syndromes de stress post-traumatique. Dans ces cas-là, la littérature, elle relève une augmentation de 20 à 50%, ce chiffre est énorme, des taux de syndrome de stress post-traumatique, mais aussi des taux de troubles dépressifs et des taux de troubles anxieux chez les populations qui vivent les événements climatiques extrêmes. Ces impacts sur la santé mentale, ils surviennent en général rapidement après la catastrophe. Ils peuvent, c'est inquiétant, durer sur le long terme. Ça ne nous concerne pas plus que ça ici en Suisse, diraient certains. Admettons, en tout cas pour l'instant. Les impacts graduels, eux, ils prennent plus de temps à apparaître et ils surviennent progressivement chez les populations touchées par la montée des eaux, par la fonte des glaces, par les sécheresses de plus en plus intenses. Et là, peut-être que les sécheresses, ça commence à résonner un peu avec vous, avec l'été qu'on vient d'avoir. Les personnes touchées par ces événements climatiques, ils voient leur environnement se modifier lentement, leurs terres agricoles ne plus produire suffisamment, ou leurs zones habitables se réduire, petit à petit. Là, c'est la dépression qui frappe le plus durement. La littérature, elle note une augmentation des troubles dépressifs, des troubles de l'anxiété et même des taux de suicide chez les populations confrontées à ce type de conséquences. Les régions insulaires, côtières ou encore les endroits les plus secs du globe sont les plus touchés par ces impacts. C'est sûr que c'est plus extrême que l'été 2022 en Europe, mais bon, c'est super loin d'ici. Est-ce que vraiment il faudrait s'y intéresser tant que ça ? Impact direct, graduel, indirect. Je trouve que cette tripartition, en tout cas, elle est vachement parlante pour expliquer les effets du dérèglement sur la santé mentale tout autour du globe. Le dérèglement climatique, il a encore d'autres impacts sur la santé mentale, auxquels on pense moins. Les patients déjà atteints d'un trouble psychique seront bien plus affectés que les autres. C'est ce qu'a constaté le professeur Conus. Lors de vagues de chaleur ou de canicules, le sommeil des patients schizophrènes ou bipolaires est déréglé, ce qui favorise l'apparition et l'intensité de leurs troubles. Enfin, la migration, c'est un facteur de stress important pour les personnes qui n'ont d'autre choix que de quitter leur lieu de vie, de se réfugier ailleurs. Et le dérèglement climatique, il devient progressivement l'une des premières causes de migration dans le monde. Les Nations Unies, elles observent chaque année près de 20 millions de personnes sur la planète qui sont déplacées en raison des catastrophes climatiques. Selon les estimations, ça concernera plusieurs centaines de millions de personnes d'ici à 2050. La montée des eaux, la sécheresse, la chaleur, c'est ça les principales causes de la migration. Imaginez devoir abandonner votre lieu de vie, entreprendre un périple vers un lieu inconnu.
dans une sécurité toute relative. Le deuil de chez soi dont l'on part, l'incertitude de trouver un lieu où poser ses valises, le parcours migratoire éprouvant, la précarité, la violence, la détention, la peur pour ses proches restés au pays, les démarches administratives une fois arrivées, le risque d'être sans papier, la recherche d'un emploi, l'isolement, autant de facteurs de risque mentionnés par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, au sujet de la santé mentale des personnes migrantes. On l'a vu, tout le monde n'est pas touché de la même manière par ces risques d'atteinte à la santé mentale. Certains groupes de personnes ont fatalement plus de risques que d'autres. Les précisions d'Elisa Hyde. Les facteurs de risque qu'on retrouve le plus souvent, qui vont en fait nous rendre plus vulnérables au niveau santé mentale face au dérèglement climatique, ils sont assez variables. Ceux qu'on retrouve le plus souvent, c'est des conditions socio-économiques précaires, parce que tout simplement, en fait, on va enlever des ressources à des gens qui en ont déjà peu. Que ce soit des ressources matérielles suite à une catastrophe naturelle, des ressources humaines même en cas de nécessité de migration selon la catastrophe naturelle ou autre événement climatique qui nous touche. Donc ça a été assez relevé que les personnes qui vivaient déjà dans des conditions précaires vont beaucoup plus facilement être impactées dans leur santé mentale. Sinon, il y a des populations aussi qui, de par leur situation géographique, vont être beaucoup plus touchées par le problème du dérèglement climatique. Les personnes qui vivent, par exemple, sur des petites îles, ou bien les populations inuites, ou bien les gens qui vivent dans des régions très arides, ils vont évidemment être beaucoup plus directement touchés par le changement climatique. Ça va avoir un impact sur leurs ressources directement. Et ça, on voit que c'est inévitablement un facteur de risque pour développer une atteinte de la santé mentale. On voit aussi que les populations jeunes vont être plus impactées sur leur santé mentale par la problématologie du changement climatique, parce qu'on parle en fait de quelque chose qui va les toucher directement dans le futur. Et on remarque aussi que le sentiment en fait de ne pas être pris au sérieux, que ce soit par son entourage ou bien par le gouvernement, les politiques, c'est aussi un facteur de risque pour une atteinte de la santé mentale. On peut encore penser aux personnes qui entretiennent un lien spirituel ou religieux, ou encore qui entretiennent un lien particulier avec la terre sur laquelle ils vivent. Ça peut être parce qu'ils sont agriculteurs, agricultrices, et que la terre constitue leur moyen de subsistance, parfois de moins en moins productive, avec la sécheresse, les événements climatiques extrêmes. On peut aussi penser aux personnes qui entretiennent un lien spirituel ou religieux avec leur lieu de vie, le voir changer, se dégrader, ça peut affecter leur santé mentale. Plusieurs études indiquent que les populations indigènes sont particulièrement touchées dans ces cas-là. À ce moment-là du spectacle, il y a 8 mois, quand j'ai commencé à réfléchir au projet, je pensais vous dire la chance qu'on avait de vivre en Suisse, dans notre climat européen plutôt sympathique. Mais depuis, on a vécu en un été plusieurs épisodes caniculaires importants, nos glaciers perdent les eaux de manière de plus en plus visible. Pour le moment, on vit en Suisse uniquement des impacts indirects du dérèglement climatique, dans l'immense majorité des cas, des éco-anxieux, des solastalgiques. Mais à l'avenir, on voit se dessiner des impacts de plus en plus importants. Des impacts graduels en cas de sécheresse ou de montée, des températures sur le long terme, ou même des impacts directs si des catastrophes climatiques de très grande ampleur venaient à arriver jusque dans nos plates-bandes. Pourquoi pas des feux de forêt, des épisodes de tempêtes importants. Les scénarios climatiques de Météo Suisse, ils prévoient des évolutions qui vont malheureusement dans ce sens. Des étés plus secs, des hivers peu enneigés, de fortes précipitations, une augmentation des jours tropicaux. Et si les émissions de CO2 continuent de grimper au rythme qu'elles ont actuellement, une augmentation des températures moyennes jusqu'à 3,3 degrés. Donc le fait est que les événements de ce type sont de plus en plus fréquents et de moins en moins loin de chez nous. Et qu'il faut s'attendre ici aussi à faire face à des impacts graduels et peut-être même directs sur notre santé mentale. Angoissant, non ? Pourtant, on reste chanceux. Notre situation n'est pas comparable à celle des montées des eaux au Bangladesh, dans les zones côtières, dans les îles du Pacifique, à la fonte des glaces, dans le cercle polaire ou à la sécheresse accrue dans certains pays d'Afrique. Et qu'en est-il des impacts plus directs ?
Laissez-moi vous présenter Marie-Claude, Philippe Ravenel. Mais si vous savez, les Ravenel, de Trélay, juste en dessus de Nyon. Tout le monde les connaît, certains dans cette salle peut-être mieux que d'autres. Ils sont partis s'installer en Australie il y a 18 ans, plus précisément dans le village de Cobargo, dans la vallée de Bega. Pour vous situer, ça se trouve en Nouvelle-Galles du Sud, entre Sydney et Melbourne. Je les ai rencontrés par Zoom il y a quelques mois. Et même s'ils avouent se sentir parfois mal à l'aise de raconter leur histoire encore et encore, ils m'ont fait suffisamment confiance, et je les en remercie, pour me la raconter encore une fois, et pour que je vous la transmette. Marie-Claude, elle bosse dans un centre de santé, comme masseuse. Et Philippe, il est ferronnier d'art, il travaille le métal dans sa forge et dans son atelier, près de leur lieu d'habitation. Il est aussi pompier volontaire, il effectue régulièrement des missions dans sa région. Fin 2019, la côte est de l'Australie subissait une des sécheresses les plus longues et intenses de son histoire, la pire selon certains climatologues locaux. Depuis 2017, les réserves d'eau commençaient à manquer. Cette situation a culminé à partir de mai 2019 pour se terminer en mars 2020. Ces conditions climatiques sans précédent, elles ont évidemment facilité l'apparition des feux de forêt et elles ont rendu plus difficile la lutte contre les flammes. En Australie, les incendies de forêt, ils sont assez communs. Ils ont même leur saison des incendies. Mais selon Philippe, cette saison des incendies de forêt débute chaque année de plus en plus tôt et se termine de plus en plus tard. Le dérèglement climatique induit par l'homme a entraîné une augmentation de 30% des risques de déclenchement de feux sauvages en Australie, selon une étude parue en 2020. Le risque de feux extrêmes, ou méga-feux, comme on les appelle depuis tout récemment, depuis ces feux en Australie, ces feux au Brésil, justement. Donc les risques de feux extrêmes, ils auraient quadruplé depuis 1979 et été multipliés par 9 depuis le début du XXe siècle. Sur un autre continent, en Amérique du Sud, le Brésil a donc vécu à peu près en même temps des incendies d'une ampleur similaire. La cause des flammes, un mélange pas encore établi entre le réchauffement, la déforestation, l'inaction du gouvernement brésilien. Mais l'impact a été critique sur certaines populations aborigènes, dont le lieu de vie était la forêt tropicale amazonienne. Chez Philippe et Marie-Claude, le ruisseau d'à côté avait cessé de couler depuis des semaines. C'était jamais arrivé auparavant. L'herbe, elle était complètement brûlée. Peut-être ça vous rappelle des images que vous avez vues récemment. Leur bassin de retenue d'eau, il était au plus bas, mais ils étaient encore chanceux, parce que la plupart des autres bassins, ils étaient vides, ceux de leurs voisins. Heureusement, ils avaient pu stocker quelques litres d'eau dans leur réservoir. Autour de Noël, en plein dans cet été australien suffocant, la sœur de Marie-Claude, sa famille, sont en visite en Australie, depuis la Suisse. Le programme des voyageurs, c'est d'aller fêter la nouvelle année à Melbourne, le 31 décembre, à 10 heures de route de Cobargo. Nos Australiens d'adoption, Marie-Claude et Philippe, prennent la voiture le long de la côte sud pour déposer leurs invités à Bairnsdale, à mi-chemin entre leur maison et Melbourne. Mais le retour à la maison ne va pas se passer comme prévu. Arrivé à Bairnsdale, quand on a pris le logement, ils nous ont dit que la route principale Sydney-Melbourne, celle qu'on a prise et celle qu'on devait reprendre le lendemain, a été fermée. Alors, dans ma petite tête, je me suis dit, bon ben voilà, ils ont fait des contre-feux pour protéger, pour d'éventuels feux qui arrivaient. Bon, on a passé la soirée, la nuit là-bas. Le lendemain matin, on a été de nouveau se renseigner, voir si la route était rouverte. Mais non, elle était toujours fermée. Et toutes les autres routes qui vont à travers la montagne, elles étaient toutes fermées à cause de risques de feu. Nous nous sommes retrouvés coincés de l'autre côté de la frontière d'État par les feux de forêt, ce qui fait que nous n'avons pas pu rentrer comme il était prévu après avoir passé une seule petite nuit et pouvoir être de retour chez nous le 30 au milieu de l'après-midi. À la place de ça, il nous a fallu 19h30 de route et nous n'avons pu arriver ici chez nous, c'est-à-dire qu'au petit matin du 31 décembre, c'était, oui, au petit matin du 31 décembre. Et après une épopée plutôt longue, et je me souviens de cette
idée fixe que j'avais, avec mon épouse bien sûr, qui avait aussi ça dans la tête, de rentrer par tous les moyens. Nous avons commencé à avoir des feux depuis la frontière du New South Wales. D'autres feux que celui qui a impacté notre village. Et c'était l'enfer vraiment. Ce sens d'urgence est quelque chose qui me reste dans l'esprit. Une espèce d'état second où vraiment l'idée est fixe. Quoi qu'il arrive, nous devions rentrer. Donc, il n'y avait qu'une solution, c'était de descendre jusqu'aux portes de Melbourne et monter jusqu'à Albury pour prendre la Hume Highway qui retourne sur Canberra par l'intérieur. Donc, on a embarqué tout le monde. Quand on est arrivé aux portes de Melbourne, on a déposé ma sœur et sa famille pour qu'ils continuent, ils prennent le train pour finir la route jusqu'à Melbourne. Et puis nous, on a continué la route. À 8h le soir, nous avions appelé nos voisins pour leur dire où on était. Et là, il nous a dit, ouais, il y a le feu derrière, le Badger Fire, qui... C'est un peu un souci, mais il bouge pas trop, il sera pas là avant 3 jours. Il dit, qu'est-ce que vous faites? Vous restez là-bas ou vous rentrez? Puis je dis, non, Philippe veut rentrer, on rentre à la maison. Et depuis Albury, tout était déjà en feu. Bon, on a roulé toute la nuit, bien qu'on ne savait pas si on pouvait passer la montagne ou pas. On a dit, bon, à Tumut, on s'est arrêté. Philippe, il dit, oh, c'est 10h le soir. Il dit, j'ai besoin d'un café pour me retenir réveillée. Et là, il y avait 2 policiers. On leur a demandé si la route était ouverte pour aller jusqu'à Cooma, à travers la montagne. Il nous dit, vous connaissez la route? Puis on l'a pris une fois. Il dit, mais ne roulez pas plus qu'à 70 km/h parce qu'il y a des centaines de kangourous sur la route. Et en effet, il y en avait partout. Ça sautait, ça sautait. Mais bon, on a passé et voilà, on a continué. Arrivé à Bemboka, en mi-chemin de la côte, si on veut bien. Ça nous a réveillés. Toute la côte était en feu, toute la montagne, si on veut. C'était... ouais. Alors là, bon, on n'a pas pu, bien sûr, descendre directement, mais comme on est dans un terrain connu, on a pris des petites routes. Et on arrivait à 40 km de chez nous, la police était là, ils disaient non, on ne peut pas passer, la colline est en feu. On retourne, on s'arrête au caserne des pompiers de Biggar. Puis là, le gars, il dit, je ne devrais pas dire, mais la route côtière est encore ouverte parce qu'ils évacuent les campings. Alors, ni une des deux, on a été par la côte. Et on est arrivé à 5h30 le matin à Bermagui. Là, on ne pouvait pas aller plus loin. Il y avait des voitures parquées partout. Il faisait encore nuit. Et puis, bon, là, Philippe a tout de suite été à la caserne de pompiers. Et moi, de mon côté, j'allais voir si je pouvais avoir quelques renseignements. Bon, dans ces situations, voilà, les renseignements, c'est des que dira-t-on et qu'on ne peut pas avoir. Parce que, bon, ben, les téléphones, c'est une des premières choses qui tombent, l'électricité aussi. Ensuite, c'était l'attente à Bermagui, donc une petite ville à 20 minutes de chez nous. Nous nous sommes arrêtés puisque c'est là que les évacués se retrouvaient, près de la mer. Et le ciel sombre. Il faisait toujours nuit à ce moment-là, c'était 5h30 le matin.
Et de toute façon, le jour ne s'est pas vraiment levé. Lorsqu'il aurait dû faire jour, c'était toujours sombre, mais avec une légère teinte rougeâtre. Vraiment, de nouveau, une situation surréelle. Les voitures couvertes de cendres, la population en état de choc. Beaucoup n'avaient rien, n'avaient que ce qu'ils portaient sur le dos. Nous, on avait un peu plus, on a une demi-trousse de toilette. On n'avait pas à tout prix. J'avais pas mon rasoir parce que pour une nuit, il n'y a pas besoin. Des détails comme ça, enfin, c'est marrant. Donc la population en état de choc était vraiment une autre image qui me reste. Ensuite, après un moment à ne rien faire, ne pas savoir ce qui se passait, pas savoir si notre maison était toujours debout. Donc après ces quelques heures d'attente à Bermagui, j'ai décidé, Marie-Claude n'était plus avec moi, elle était sur le terrain de sport avec la foule qui était là-bas. Elle avait retrouvé des voisins, des amis qui attendaient. Pendant que moi, en fait, j'avais rejoint la brigade des pompiers de Bermagui qui ont jugé bon de me laisser au local. Peut-être qu'ils ont vu que j'étais un peu fatigué, et pas vraiment efficace, je ne sais pas. Enfin bref, au bout d'un moment, étant fatigué de ne rien faire, de ne pas savoir, j'ai sauté dans notre 4x4 et j'ai pris de nouveau une autre route que la route directe, sachant pertinemment que la route directe, passant à travers la forêt, serait inabordable. Donc j'ai pris la route pour rentrer chez nous, ou essayer de rentrer chez nous. Ça, c'était encore les images, je dirais, les plus marquantes. C'est ce dernier bout jusqu'à chez nous. Avant d'entrer au village, les premières maisons détruites, les maisons d'amis. Ça, c'est quelque chose qui marque. Ensuite, l'arrivée au village, la moitié de la rue principale du village était complètement détruite. À ce moment-là, c'était 10h30 le matin. Il n'y avait plus rien à faire. Les pompiers étaient en train de nettoyer ce qui était là. Le gros du feu était passé pour le moment. Donc là, ensuite, les 10 km entre le village et chez nous, une maison après l'autre, de nouveau des amis, des voisins, détruites. Et cette image qui me reste, juste les derniers 100 mètres pour arriver chez nous, je vois les cheminées de la maison. Oh, je me dis, superbe, elle a tenu. Mais au moment d'arriver au chemin d'accès, il n'y avait plus que les cheminées, en fait. Donc ça a été la déception, là, les bras tombent, enfin, je ne sais pas, c'est vraiment le dépit. C'était dur. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On pense qu'on fait quelque chose d'utile, on trouve un peu d'eau, on verse sur quelque chose qui... Il n'y a plus rien, en fait, mais on verse un peu d'eau sur les dernières petites flamèches qui restaient. C'est un autre signe de l'intensité du feu. La maison, après coup, on a appris par les voisins, avait commencé à brûler vers 6h30 le matin. J'étais là-bas à 10h30, il n'y avait plus rien. Un petit peu quelques flammes qui sortaient des piliers de bois qui étaient encore à moitié enterrés. J'avais essayé d'atteindre plusieurs fois mes voisins, mais j'essayais sur la ligne normale de téléphone. Et tout d'un coup, je me suis dit, attends, je vais peut-être texter sur leur mobile. Là, ils m'ont répondu tout de suite qu'ils allaient bien, mais qu'ils n'avaient rien pu faire pour chez nous. À ce même moment, je crois que Philippe arrivait chez eux. Alors, voilà, on était fait, on n'avait plus qu'à attendre. Et je sais pas quoi, attendre. Bon, moi, je suis partie un moment sur la plage pour essayer de m'éclaircir les idées, mais bon, c'était pas, on peut pas dire que c'était très joli parce qu'on était dans la fumée, on arrivait à peine à respirer. Donc voilà, alors j'ai attendu jusqu'au soir que Philippe me retrouve à Bermagui.
Et puis là, ils nous ont servi ce qu'ils pouvaient trouver, un peu de saucisses et de pain. Et puis on a dormi dans la voiture. C'était plus tranquille parce que tout le monde s'était mis en place pour trouver un coin pour dormir par terre au club de golf. Alors, voilà, notre année 2009 se finit en feu d'artifice. Alors évidemment, elle ne voulait pas parler de l'année 2009, mais de l'année 2019. La perte de leur maison, c'est un dommage matériel important. Avec les flammes, c'est des années de souvenirs qui ont disparu. Ce drame, il a évidemment aussi eu des impacts sur leur santé mentale, sur celle de leur communauté, sur celle de leur village. Les flammes, elles ont ravagé une zone équivalente à la taille de la Belgique. Donc c'est dire le nombre de personnes touchées, potentiellement. À Cobargo, le bilan il est lourd. 4 personnes sont décédées, dont un père et son fils. Plusieurs centaines d'habitations ont été détruites dans la région. Pompier volontaire, Philippe me dit, 2 ans après, tout le monde est encore très sensible, sur le fil. On peut paniquer à cause d'une odeur de fumée, d'un bruit de sirène. Il me dit, mon chef pompier nous a dit d'éviter au maximum d'utiliser la sirène du camion à eau. Voici ses observations. Les différentes réactions psychologiques que j'ai observées au sein de notre communauté sont plutôt variées. Il y avait des gens de nature très joviale, toujours joyeux et autres, qui se sont écroulés. Je pense à un ami en particulier. Il a commencé à balbutier, il ne trouvait plus ses mots et il a dû recourir à de l'aide professionnelle. Il y a aussi d'autres personnes pour qui c'était la rage contre le système, la rage contre le monde entier, contre les autorités politiques bien sûr, contre l'inaction par rapport au changement climatique. Pour d'autres, ça a été la volonté d'oublier au plus vite, soit en fuyant la région. Certains membres de notre communauté sont partis et on ne les a jamais revus. D'autres se sont tenus occupés et ont tout de suite commencé les démarches pour reconstruire. Et ça a certainement aidé ces personnes-là. J'ai eu l'occasion de discuter avec des personnes investies dans le domaine de la santé mentale dans cette région en Australie, notamment avec Monica Blaney. Monica, c'est une amie du couple Ravenel, c'est elle qui les a accueillis chez elle le lendemain de la disparition de leur maison. Et elle est psychologue clinicienne. Elle est spécialisée dans le traitement des traumatismes, des troubles importants de la santé mentale. Comme beaucoup d'autres professionnels de la santé mentale, en Nouvelle-Galles du Sud, elle a été énormément sollicitée à la suite des feux. Elle nous explique comment ça s'est passé pour elle. Avec les feux de forêt, mon travail de psychologue a beaucoup changé. La première chose que j'ai remarquée, c'est que les gens avaient beaucoup envie de parler. Ce n'est pas inhabituel pour un psychologue, mais les gens qui ne vont normalement pas chez le psy cherchaient à consulter juste 1 ou 2 fois pour parler. On m'a demandé d'intervenir à plusieurs réunions de groupe. La plupart du temps, il s'agissait d'éduquer les gens sur les choses qu'ils pouvaient s'attendre à ressentir et à vivre dans les jours et les semaines à venir. Plus généralement, la demande, pour mon cabinet comme pour tous les psychologues de la vallée de Bega, est devenue très intense. Ma propre liste d'attente est passée de 3 à 8 mois. Tous les psychologues se sont réunis. On s'est demandé comment on pouvait aborder la question, de quoi on avait besoin de la part du gouvernement, quelles étaient nos requêtes. Je pense que notre pratique s'oriente désormais beaucoup plus vers la communauté. Nous nous sommes réunis beaucoup plus souvent pour échanger sur les besoins de la population. De 2 à 3 appels par semaine à son cabinet, Monica est passée à 5 appels par jour. Et elle a eu l'occasion d'observer les différentes réactions des personnes à ce traumatisme sur le long terme. Tout le monde a été affecté d'une manière ou d'une autre.
Je l'ai remarqué chez mes amis, dans ma vie personnelle, ainsi que dans ma vie professionnelle. À bien des égards, ces impacts sont assez prévisibles. Si on examine les traumatismes et ce qu'il se passe sur le plan psychologique, on observe une phase aiguë par laquelle passent les gens au début. Un stade avec beaucoup d'adrénaline et une réactivité extrême. Parfois, ils font des cauchemars. Ils sont confrontés à des images intrusives de choses qu'ils ont vues. Et ces choses surgissent dans leur tête alors qu'ils n'y pensaient même pas. Baisse d'humeur, irritabilité, état de colère. Au fil du temps, environ 2 à 3 mois après un traumatisme de ce type, beaucoup de personnes se retrouvent dans un état beaucoup plus stable psychologiquement. Même s'il y a des répercussions matérielles, comme le fait de ne plus avoir de maison, d'endroit où vivre, l'impact du traumatisme est passé. Mais pour ceux qui restent traumatisés, on peut envisager un diagnostic de symptômes de stress post-traumatique. Cela nécessite un traitement qui doit être assuré par un professionnel. Aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de personnes qui sont encore aux prises avec le stress post-traumatique. Cependant, beaucoup de gens sont en état d'hypervigilance, déclenchés par des choses comme la fumée, l'odeur de la fumée, les jours chauds et venteux, trop de jours sans pluie. Les gens commencent à penser qu'avec ce temps sec, les feux peuvent facilement recommencer. Pour beaucoup, la perspective de l'été est encore effrayante. Maintenant qu'on a compris l'ampleur des impacts que peuvent avoir les événements climatiques extrêmes sur la santé mentale, on peut raisonnablement se demander qu'est-ce qu'on peut faire ? Ce qu'il est possible de mettre en place pour résoudre, atténuer ces impacts. C'est sans doute le rôle des gouvernements que de venir en aide aux personnes touchées. Mais à Cobargo, c'est surtout la colère envers les autorités qui a pris le dessus. Il y a une vidéo qui est devenue virale en Australie, qui montre une habitante que connaissent bien les Ravenel prendre à partie l'ancien Premier ministre, Scott Morrison. Alors que celui-ci est venu évaluer l'ampleur des dégâts à Cobargo, juste après les feux, cette femme à la chèvre, puisque c'est l'animal qu'elle promenait à ce moment-là, cette femme à la chèvre, elle questionne et elle invective le politicien à propos des financements et des aides accordées à la région. Plutôt que de répondre aux critiques, le politicien remonte dans sa voiture et prend la fuite. J'ai donc demandé à Marie-Claude Ravenel comment les autorités australiennes avaient réagi sur le plan psychologique, si les moyens humains et financiers apportés avaient été suffisants. Ils ont mis du temps à réagir. Ils ont essayé d'envoyer des psychologues supplémentaires pour aider dans la région, mais de nouveau, dans des cas comme ça, les patients, ils aiment bien suivre la même personne, pas voir une personne une fois, une autre fois. Après quelques mois, ils ont mis en place que les personnes pouvaient voir un psychologue jusqu'à 10 séances par année, pris en charge par la sécurité sociale. Mais bon, bonne chance pour trouver un psychologue dans la région qui voulait prendre des nouveaux clients. Ça, c'était un gros problème. Mais bon, c'était surtout les volontaires qui ont pris le relais, qui ont aidé psychologiquement tout ce monde. La Croix-Rouge, Saint-Vincent-de-Paul, les services religieux ou laïques, mais surtout les membres de la communauté qui ont mis en place des rencontres, des soirées pour que les gens puissent discuter, qu'ils puissent dire leurs craintes, leurs peurs. Donc, le gouvernement, oui, ils ont fait un petit truc pour dire qu'ils ont fait quelque chose, mais c'est plus les volontaires, la communauté qui a mis en place quelque chose. La communauté comme ressource psychologique. Cette notion, elle est revenue systématiquement, que ce soit chez les personnes que j'ai interviewées ou chez les experts. C'est Elisa Hyde qui nous parle de cette notion de communauté. Face à une catastrophe naturelle, s'il y a un impact sur la santé mentale de la population, on voit que souvent, ce qui permet d'améliorer la situation, c'est quand il y a un sentiment d'entraide au sein de la communauté. Donc l'être humain, c'est un animal très social. Ça lui fait du bien, en fait, d'être entouré de personnes qui ont peut-être vécu la même chose qu'eux, qui comprennent ce qui leur arrive. Donc en fait, ça a été remarqué que quand il y avait une bonne entente au sein de la communauté, souvent les personnes sont moins touchées dans leur santé mentale. Donc en fait, ce phénomène de se sentir mieux quand on se sent entouré,
On peut aussi le retrouver pour les personnes qui souffrent d'éco-anxiété. On voit que les personnes qui arrivent en fait à s'entourer de personnes qui ont les mêmes préoccupations qu'eux vont souvent en fait améliorer leur santé mentale parce que justement il y a ce sentiment d'être compris, d'être entendu. Et on a aussi le sentiment qu'en groupe, on va pouvoir faire plus de choses, pouvoir être plus actif, proactif, et reprendre un petit peu en fait un sentiment en tout cas de contrôle sur la situation. Et ça, c'est quelque chose qui aide énormément la santé mentale. Pour les personnes touchées, ça a été vraiment important de pouvoir partager son expérience avec des voisins, des amis, des connaissances qui avaient eux aussi vécu les flammes. La grosse difficulté, au niveau de la communauté, lors de ces feux en Australie, ça a été l'arrivée du coronavirus. Quelques mois seulement après les incendies, Marie-Claude, Philippe, Monique Abeleinem m'en ont parlé, les activités de groupe ont dû cesser. Tout a dû s'arrêter, chacun s'est retrouvé chez soi, seul. Aujourd'hui, bientôt 3 ans après les feux, il s'agit pour la communauté de travailler ensemble sur ce traumatisme, afin de le surmonter collectivement. C'est ce qu'essayent de faire Philippe et d'autres, avec une idée que je trouve, permettez-moi de déroger à mon objectivité journalistique, une idée que je trouve très belle. Ce projet qui constitue le gros de son labeur actuel, c'est celui de forger un grand arbre métallique qui sera installé sur la place du village, une fois terminé. Près de 4 mètres de hauteur, un banc à son pied pour accueillir les villageois, et un objectif de 2500 à 3000 feuilles en métal, forgées une par les membres de la communauté, ceux qui ont perdu quelque chose, ceux qui veulent venir forger leurs propres feuilles. Voici comment Philippe décrit son projet. Pour moi, personnellement, cet arbre est l'occasion de partager le vécu des membres de notre communauté. Les émotions qui ressortent lors de ces sessions de forge sont très variées. Il y a beaucoup de rires, mais il y a aussi des moments très émotifs, avec des larmes et de chaleur humaine. Et c'est vraiment un projet qui amène tellement de choses aux participants. Chaque personne qui vient, même si certaines fois on a des participants qui arrivent avec une mine, on va dire, pas très joyeuse, en général, tout le monde repart avec le sourire. Et le sentiment d'avoir participé à quelque chose d'important quelque part, et puis aussi de conjurer ce drame qui est arrivé dans les environs en utilisant le feu pour créer quelque chose qui restera, nous l'espérons, pour des générations, et qui sera, lorsqu'il sera complet, érigé dans la rue principale de Cobargo, afin que tout le monde puisse le voir et se rappeler ce qui s'est passé cette fameuse nuit de Nouvel An 2019. Le site internet de ce projet d'arbre, il indique ceci. Nous voulons créer quelque chose pour commémorer ce qui s'est passé, pour reconnaître ce que nous avons perdu, et en même temps, ce que nous avons gagné en termes de force collective. On a donc bien là l'idée d'une communauté qui, aussi bien juste après l'événement que des années plus tard, travaille à surmonter collectivement un traumatisme. À titre plus personnel, la ressource la plus mentionnée, c'est celle de parler de son traumatisme, de son état mental, d'extérioriser ses sentiments. Si on se sent prêt ou prête à le faire, on peut donc se tourner vers des personnes qui vivent des situations similaires à la nôtre, potentiellement via des groupes de parole, ou alors vers des personnes en qui on a confiance. Il faut évidemment, de l'autre côté, des gens prêts à écouter, sans juger. On peut aussi se tourner vers un professionnel. De plus en plus de psychiatres, de psychologues intègrent la question écologique dans leur pratique. Le professeur Conus explique la pratique de son unité, au CHUV, lorsqu'elle reçoit des personnes qui estiment souffrir d'atteintes à la santé mentale, en lien avec le dérèglement climatique.
On a des prises en charge, des interventions psychodynamiques brèves, c'est-à-dire qu'on a à notre porte d'entrée des personnes qui viennent avec ce qu'on appelle des troubles de l'adaptation, un sentiment de mal-être dans un certain contexte particulier. On explore les raisons, le contexte, et puis voilà, ensuite pourquoi est-ce que ce contexte auquel, encore une fois, nous tous sommes exposés, pourquoi ça prend une telle résonance chez certaines personnes, et là c'est parfois en lien avec la façon dont on est structuré. Ça peut être cette extrême sensibilité et cette tendance à être vraiment pris et déséquilibré gravement par ces questions climatiques peut être en résonance avec d'autres choses. Si on a été négligé, si on a été traumatisé, probablement que tout problème auquel on est confronté prendra une résonance particulière liée à comment on s'est structuré dans un tel contexte, quoi. Si on voit une piste de cette nature, on va explorer ça et voir avec la personne comment ça fait que la sensibiliser avec quoi ça rentre en résonance, puis peut-être réparer un petit peu ses souffrances plus anciennes pour qu'ils surréagissent moins. D'autres qui viennent simplement avec une anxiété à l'égard du milieu, je pense que le moyen, c'est effectivement de s'orienter vers l'action. Souvent, c'est un peu une ignorance des possibilités d'action qu'il y a, et puis là, c'est d'essayer de mobiliser cette énergie, cette angoisse qui nous ronge comme une force pour agir et pour construire le monde futur. Se tourner vers l'action, utiliser ses sentiments, ses vécus, comme vecteur d'une action écologiste. Tout est possible. Ça peut vouloir dire s'investir sur le plan militant, sur le plan politique, collectivement, ou simplement chercher de manière individuelle à vivre de manière plus respectueuse de l'environnement. Alors on le sait, ce n'est pas les petits gestes qui vont améliorer la santé de la biodiversité et du climat, mais c'est un pas important sur le plan de la santé mentale, qu'on peut réaliser de manière collective. Ceci afin de pouvoir peut-être envisager de réaliser des actions de plus grande envergure. Car cette question de la santé mentale et du dérèglement climatique, elle est fondamentale à la compréhension de la problématique environnementale dans son ensemble. Il est nécessaire de prendre ce problème en main. C'est ce que m'a expliqué le professeur Conus à propos du rôle des professionnels de la santé dans ce micmac. Une chose qui me paraît importante, c'est que les professionnels de la santé soient informés de ça et ensuite utilisent leur légitimité pour attirer l'attention des gouvernements, que c'est une affaire sérieuse qui, si on se place au niveau financier, ça va nous coûter très cher. Si on se place au niveau de la santé mentale, ça va nous coûter très cher. Donc il faut qu'on manifeste comme ça notre inquiétude de professionnels qui n'est pas idéologique par rapport à un certain mode de vie ou un autre, simplement alerter les gouvernements sur les conséquences que ça va avoir, quoi. Et puis dans ce cas-là, essayer d'agir, parce que voilà, c'est un domaine dans lequel il faudrait qu'on agisse sur la cause, parce que souvent dans la santé mentale, il y a des gens qui arrivent avec des symptômes après des histoires très anciennes, et puis on essaie de réparer ou de remonter le fil du temps, de décoincer des choses qui se sont coincées il y a très longtemps. Là, on est dans une situation où on pourrait, si on pouvait freiner ce changement climatique, avoir une action là-dessus, et prévenir la survenue de troubles, quoi. Donc je pense que l'action numéro 1 serait qu'on manifeste, qu'on attire l'attention, qu'on s'engage dans des actions, et puis qu'on essaie de freiner ça, d'appliquer les décisions gouvernementales qui ont été prises depuis 20 ans et pas appliquées, pour agir sur la cause, quoi. Après, sur la conséquence, on fera, comme j'ai dit avant, on faire de la psychothérapie, l'exploration, etc., puis d'essayer de ramener les gens vers l'action. Mais le mieux, ce serait vraiment que chaque gouvernement prenne ses responsabilités puis agisse, quoi. Je pense qu'il y aurait des longs débats, parce que le traitement étant la guérison de la planète, je ne sais pas si beaucoup d'assurances voudraient se lancer dans le remboursement des soins. Peut-être on pourrait faire effectivement lutter contre le dérèglement climatique aux frais des assurances maladie, peut-être. Ce serait une idée. Les frais engendrés par les impacts du dérèglement climatique sur la santé mentale, ils seront énormes. De là à parler d'une question de santé publique primordiale, il n'y a qu'un pas que franchit assez facilement le professeur Conus. Au plan de la santé publique, c'est vrai que c'est aussi un problème, dans le sens que déjà la prévalence de jeunes préoccupés par ces questions s'est multipliée de manière énorme, au fond dans un délai relativement court, quoi. Et puis je pense que c'est pas en voie de se ralentir, parce qu'on est extrêmement informé. Alors le choix pour les jeunes, c'est soit ils s'intéressent, se préoccupent, et puis après développent un certain sentiment d'impuissance,
soit c'est le déni, il y en a aussi quand même un certain nombre qui sont assez déconnectés de ça, mais tôt ou tard ça les rattrape. Puis après, l'accélération du nombre d'événements, ça va très clairement avoir un impact majeur. Ça, je pense qu'on peut s'y attendre, sans compter tout l'impact des tensions entre les pays. Et voilà, quand il manquera des ressources, il va y avoir des tensions, et puis des conflits, et puis des migrants, et puis donc le déséquilibre auquel on peut s'attendre sans être trop pessimiste, c'est un déséquilibre qui est quand même assez majeur. Donc je pense que tôt ou tard, c'est une vague qui va doubler celle du Covid, par exemple, quoi. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait de ces infos ? En tant qu'individu, j'ai compris que mon éco-anxiété, c'est pas une finalité, que c'est la face visible d'un problème plus large. En tant que journaliste, j'ai compris l'ampleur du problème, du dérèglement climatique, le fait qu'il a et aura des impacts sur la santé mentale. J'ai compris que je devais en parler pour que vous, cher public, puissiez le comprendre, l'assimiler. Ce soir, on a surtout entendu des témoignages d'occidentaux. L'Australie, c'est très éloigné d'ici, c'est sûr, mais nos sociétés, elles ont des références communes, très blanches, très hémisphère nord. Alors, n'oublions pas les feux au Brésil, la montée des eaux au Bangladesh, les sécheresses au Mozambique, au Congo, dans l'Afrique australe. Dire que leurs problèmes ne nous concernent pas, c'est manquer de respect à la vie, à la santé mentale et à la santé physique de ces personnes. C'est omettre l'impact des pays les plus riches, de la Suisse aussi, sur les dégradations climatiques. C'est oublier les migrations à venir. N'oubliez pas non plus le récit de Marie-Claude et Philippe, des gens du coin, comme vous, comme moi. N'oublions pas qu'on est toujours à un événement climatique plus intense que les autres, près de n'avoir plus rien, de devoir se refaire une santé mentale. Même ici, en Suisse, de plus en plus. N'oublions pas les jeunes, qui ne méritent pas d'avoir à prendre soin de leur santé mentale en plus de celle de la planète. Et souvenez-vous que les solutions, elles existent. Qu'en communauté, on peut aider les personnes qui souffrent le plus, qu'il est tout à fait acceptable de se tourner vers des professionnels, que ceux-ci se doivent d'être formés sur la question écologique et ses impacts psychiques. Et que la meilleure solution, c'est de freiner le dérèglement, d'agir, de montrer aux décideurs que ces impacts sur la santé auront un coût, qu'on a plus à y perdre qu'à y gagner. Il faut travailler sur la cause pour éviter des conséquences trop graves. Prenez le temps d'écouter, de comprendre les sentiments, les troubles psychiques, le vécu des personnes les plus touchées par les conséquences du dérèglement. Bref, prenez soin de vos proches. Et souvenez-vous, car c'est important, le dérèglement climatique, c'est aussi dans la tête.
Merci beaucoup. Non, merci beaucoup pour vos applaudissements, pour votre écoute. Ça a demandé de l'écoute, j'en suis conscient. J'aimerais remercier particulièrement mes 3 musiciens. Il y avait Quentin à la guitare, il y avait Bastien au saxophone, il y avait Manu à la batterie. Vous pouvez revenir, les gars ? Dans tout le projet, on n'était pas juste les 4, on était 5 en gros. Il y avait encore Michael au son, qui a tout fait les sons, qui a tout cleané, tout était parfait. Donc merci Michael. Dans la salle qui nous ont donné un coup de main de dingue, il y avait Dorian, il y avait Thomas, il y avait Justine aussi. Donc merci à la salle de Grandchamp, merci à la ville de Gland, qui m'a soutenu énormément, merci à l'AJM, merci à mes collègues de journalisme de l'AJM. J'ai passé 2 années à l'AJM, c'est la fin de mon master, et ce spectacle marque la fin de mon master, donc j'aimerais remercier mes collègues de l'AJM. Et j'aimerais aussi remercier la Fondation Jordi pour le journalisme, la bourse Aventinus, qui sont aussi des soutiens. J'aimerais remercier Laura Dron, ma superviseuse de mémoire, qui m'a donné des conseils à tout va. J'aimerais remercier Nathalie Pignard-Chenel, ma directrice de l'AJM et de mon mémoire. Et qui c'est que j'oublie ? J'aimerais vous remercier, vous, d'être venus. Il y a sans doute des gens que je ne connais pas. Il y a quand même pas mal de gens que je connais dans cette salle. Mais du coup, merci beaucoup. Et j'espère que vous avez passé un bon moment et que vous saurez en tirer quelque chose. Merci beaucoup. J'ai oublié de remercier ma copine, qui a fait énormément, qui est en train de filmer en ce moment. Donc j'aimerais remercier Laura, j'aimerais remercier Jennifer. Il y a encore plein de monde, je vais en oublier certainement. Mais désolé, merci beaucoup. Je t'aime, Laura.